Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'Europe, un numéro consacré en une à Christopher Nkunku. Dans le focus, on parlera du Français qui met le feu à l'Allemagne avec notre spécialiste allemand David Lortolari. On enchaînera avec la palette tactique pour parler du cas Manchester United et des difficultés rencontrées par Ralf Rangnick. On essaiera de comprendre pourquoi les Red Devils ne sont pas si diaboliques. On enchaînera avec l'actu et une petite histoire de penalty au Paris Saint-Germain. Qui est le meilleur tireur entre Neymar, Messi, Mbappé? On essaiera de tirer tout ça au clair. Et on terminera cette émission avec version originale en direct d'Italie avec notre spécialiste Guillaume Maillard-Pacini. Mourinho de nouveau suspendu. Que se passe-t-il autour du mou à la Roma? On verra tout ça dans ce nouveau numéro. Voilà, vous connaissez le sommaire, alors Tour d'Europe, c'est parti. Dans le focus cette semaine, on voulait s'intéresser à un homme qui met le feu à la Bundesliga depuis de longs mois désormais, c'est Christopher Nkunku. Pour parler du cas Nkunku, on accueille David Lortolari, spécialiste du football allemand, contributeur pour Eurosport. Salut David, alors on a besoin de tes lumières parce que c'est assez ahurissant ce qui se passe autour de Nkunku cette saison. Vous allez avoir les stats qui s'affichent à l'écran, on est à quasiment déjà un double-double d'achevé. 33 matchs, 22 buts, 13 passes. Qu'est-ce qui se passe autour de Nkunku? Est-ce que c'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga cette saison? C'est la grosse saison pour Christopher Nkunku, effectivement. Et il faut être clair tout de suite. Pourquoi il a des stats aussi flatteuses? C'est avant tout lui qui en est le responsable. Ouais. Et c'est parce qu'il est devenu un attaquant extrêmement complet. Hein. On pourrait développer sur ce point. Passeur, buteur, très mobile autour des attaquants un peu massifs, un peu colossaux que peut être un Sorloth, que peut être un Poulsen ou un Silva, comme c'est le cas actuellement à Leipzig. Et lui, évidemment, autour de ces joueurs-là, ramasse tous les lauriers, puisque c'est lui qui est à la fois le passeur et le buteur, d'où des statistiques très, très flatteuses, à la fois dans le classement des buteurs. Et il a au-dessus de lui que quelques phénomènes, Haaland, Schick et Lewandowski, si je me souviens bien. Et puis, au niveau des passeurs, c'est pareil, il fait partie aussi des tout meilleurs. Alors, on connaissait le jeune espoir du Paris Saint-Germain. On l'a fatalement un petit peu perdu de vue depuis son passage à Leipzig. C'est plus du tout un Miller relayeur comme a pu l'utiliser à l'époque Thomas Tuchel. On parle d'un attaquant quasiment là, on est d'accord? Complètement, on parle d'un attaquant. Je parlais de sa vitesse parce que c'est ce qui vient en premier à l'esprit, mais beaucoup de technique, beaucoup de confiance. Et encore une fois, j'insiste, un joueur devenu complet. Récemment encore, il inscrivait un superbe but d'une tête décroisée, tel un avant-centre avec Leipzig. Des buts décisifs en plus. Ça veut dire qu'il est l'homme, le bonus dans cette équipe cette saison. On attendait d'autres vedettes, entre guillemets, comme Silva recruté de Francfort. Et c'est finalement Nkunku, comme attaquant finisseur, comme attaquant passeur, qui effectivement est le plus pertinent cette saison avec cette équipe de Leipzig. Et c'est grâce à lui que le rebond de Leipzig après un début de saison compliqué est évident. On l'a vu, tu as parlé d'un joueur plus complet, on l'a vu aussi en Ligue des Champions, sur les plus grandes scènes briller. Ça aussi, ça fait partie de sa progression. Pour toi, il fait partie des 5 meilleurs joueurs de Bundesliga, ou en tout cas des offensifs en tout cas? Oui. Cette année, c'est vraiment un phénomène. Okay. C'est vraiment un phénomène. On a la sensation que rien ne l'arrête, que l'environnement dans le club lui convient bien aussi. Alors, est-ce que ce sera une étape ou est-ce que c'est un endroit où il va s'installer? On va en dire évidemment un mot, mais aujourd'hui, ça correspond parfaitement à son niveau. Il tire le club vers le haut et autour de lui, évidemment, il est inspiré aussi par la jeunesse de cette équipe. Ça lui convient très bien et on a vraiment l'impression que le petit dixième qu'il faut quand on est attaquant pour faire la bonne passe ou pour marquer le but devant un défenseur, il l'a parce que justement, il ne se pose pas de questions, il n'a aucun doute. Et cette saison est tellement pleine pour lui qu'on a l'impression que ça ne peut encore qu'aller vers le haut. Tu m'offres une transition rêvée, David. Ce mardi, on a lu Bild attentivement qui expliquait que Leipzig s'attendait à des offres, fatalement, pour son meneur de jeu, pour son attaquant l'été prochain. Leipzig réclamerait 75 millions d'euros. Il y a du très, très beau monde dessus. Comment toi, tu vois les choses? Est-ce qu'il se dit peut-être un petit peu en Allemagne? Est-ce qu'il est là pour s'inscrire dans la durée dans le projet Leipzig? Ou est-ce que, comme d'autres avant lui, Leipzig n'est qu'une étape et il ira vers ces géants d'Europe d'ici peu et dès l'été prochain?
Deux logiques un peu antagonistes. La première, c'est que Leipzig, le RB Leipzig et RB en général, avec les autres clubs aussi de Red Bull, a quand même toujours été une galaxie de j'achète, je vends, quoi. Je trouve un prodige et puis je le revends quelques dizaines de millions d'euros plus cher. Sauf que Leipzig a affirmé dans son discours officiel le plus récent, cette saison, ces derniers mois, par l'intermédiaire de la direction sportive et de la direction tout court, qu'on voulait maintenant aussi s'installer dans le haut en Bundesliga et autant que possible en Europe. Ce qui va vouloir dire conserver quand même un certain nombre de joueurs quelques années et pas seulement les prendre, les faire monter et les revendre immédiatement, automatiquement après. Je penche quand même pour l'instant plutôt sur l'option d'un départ parce qu'il y a des grosses écuries, parce qu'on pense par exemple au réseau de Ralf Rangnick qui l'avait fait monter avec Leipzig et qui est parti maintenant vers l'Angleterre, qui va vouloir le récupérer. Leipzig regardera évidemment à deux fois s'il y a une grosse offre de plusieurs dizaines de millions d'euros, mais ça irait à l'encontre de la volonté du club désormais de garder un petit peu les meilleurs éléments aussi plusieurs saisons. Alors, on a parlé du club, tu nous vois venir aussi. Il y a une question lancinante autour du Kai Nkunku et ça fait déjà plusieurs mois. C'est une éventuelle convocation avec les Bleus de Didier Deschamps. Moi, je voulais te dresser un parallèle. On a parlé d'un autre phénomène français cette saison en Liga qui s'appelle Diaby, qui a été appelé par Didier Deschamps, qui fait des très bonnes choses en Bundesliga. À tes yeux, est-ce que Nkunku mériterait plus sa convocation que Diaby? C'est peut-être une question de profil, mais voilà, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'en Allemagne, on considère que c'est anormal de ne pas encore avoir vu Nkunku avec l'équipe nationale française? Ça fait un petit moment, effectivement, ça se compte en semaines, voire en mois désormais, qu'il y a ce running gag, notamment sur les réseaux sociaux, par les gens influents autour de la Bundesliga en Allemagne, qui disent c'est pour quand l'équipe de France pour Nkunku? Ça commence à se voir qu'il n'est pas convoqué. Et effectivement, à titre personnel, par rapport à son profil, par rapport à sa constance aussi, je lui donne, moi, un avantage par rapport à Diaby, qui est aussi extrêmement talentueux. C'est que Nkunku, cette saison, c'est décisif régulièrement. Sinon, toutes les semaines, du moins régulièrement, plusieurs fois par mois en championnat et aussi dans les compétitions de coupe, en Europe particulièrement. Donc, voilà, un avantage à ce niveau-là. Et puis, il a l'avantage aussi d'avoir cette mobilité sur le front des postes offensifs. Il peut être axial, il peut être un peu sur le côté et un sélectionneur doit voir cela d'un bon œil et c'est un avantage aussi pour lui. Donc, un petit pari. Il sera au Qatar avec les Bleus si tout va bien ou il a encore des marches à franchir? Je sais qu'avec Didier Deschamps, il faut être patient et s'il continue, simplement une seule condition, s'il continue aussi plein cette saison, aussi pleine qu'il le fait jusqu'à présent, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans le groupe de l'équipe de France. Voilà, vous savez tout sur le cas Christopher Nkunku. Merci beaucoup David pour tes réponses et nous, on va enchaîner avec la suite de Tour d'Europe. Dans la palette tactique, on va s'intéresser au Manchester United de Ralf Rangnick qui tarde à mettre en place les préceptes qui le caractérisent habituellement. Avant de parler du Manchester United qu'on a vu face à l'Atlético et des problèmes avec le ballon, on va déjà entourer trois hommes qui posent déjà un petit souci quant au schéma de jeu réclamé par Rangnick. On vous entoure ici Sancho, Rashford et Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que Rangnick, c'est un adepte du pressing tout-terrain. C'est un entraîneur qui a beaucoup influencé notamment Jürgen Klopp et son contre-pressing. Vous voyez qu'avec ces trois joueurs-là, on aurait pu en mettre d'autres, peu importe les profils, à part Edinson Cavani, on n'est pas sur les joueurs qui font le plus d'efforts défensifs à la perte du ballon. Et avec le ballon, vous allez voir que c'est pas forcément beaucoup plus brillant. On va se pencher sur la composition d'équipe déjà de Ralf Rangnick avec ce choix qui a beaucoup fait parler. Lindelof utilisé en tant que latéral droit alors qu'il est normalement défenseur central. La doublette Fred Pogba de manière à libérer Bruno Fernandes dans ce 4-2-3-1 et en faire le dépositaire du jeu mancunien. C'est le schéma qu'a retenu Rangnick ces dernières semaines. Vous allez voir qu'il pose plusieurs problèmes. Donc au-delà de l'aspect défensif des choses, il y a une neutralité avec le ballon qui a été confondante. Pourquoi? Parce que normalement, ce que cherchait à faire Ralf Rangnick, dans les faits, c'était ça. Hop. Rapprocher un maximum Fernandez et donc Ronaldo. Utiliser Lindelof ici, ça permettait d'avoir la supériorité à la relance et de toucher, libérer complètement un Luke Shaw qui brille quand il est
piston. Vous voyez que le souci, c'est qu'on a beaucoup vu Sancho dans une zone qui ne le caractérise pas forcément. Sancho, c'est un excellent joueur dans les 30 derniers mètres adverses. Là, il avait beaucoup de courses à faire. Donc, ça n'a pas souvent fonctionné et surtout, on a beaucoup vu ça. Et là, c'est beaucoup plus problématique. Lindelof en position plus avancée. Shaw toujours en piston. Et Fred qui venait s'intercaler au milieu pour essayer d'aider les Mancuniens à la relance. Le souci, c'est que vous le voyez là, si on schématise encore un peu plus, hein, il y a un no man's land complet à ce niveau-là. Et même quand Pogba ou Fernandez décrochaient pour toucher le ballon, ils étaient tellement marqués de près que c'était compliqué pour eux de se retourner et de créer du jeu. Donc, la solution devait passer par les défenseurs centraux. Et la possibilité soit de mener le ballon balle au pied et d'avancer, soit de tenter des passes plus risquées pour toucher des joueurs avancés, Rashford, Sancho, voire Cristiano Ronaldo qui a pu parfois décrocher. Et le souci de Manchester United et de Ralf Rangnick depuis plusieurs semaines, il est dans le profil de ces joueurs-là. Varane, Maguire, Fred également, Lindelof qui a parfois joué en défense centrale, ce ne sont pas des joueurs excellents à la relance et c'est ce qui pose un gros problème à Manchester United ces dernières semaines, ce qui provoque du coup ce jeu en U qu'on a beaucoup vu face à l'Atlético, c'est-à-dire une circulation de balles complètement neutre, l'impossibilité de trouver des relais au milieu et donc un jeu stéréotypé sans variation de rythme, sans accélération. Il y a aussi un autre problème qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que finalement Cristiano Ronaldo, dans son poste d'avant-centre, a fait assez peu de courses en profondeur, comme on pourrait l'attendre d'un avant-centre, voilà, aussi plus mobile en tout cas, et donc a empêché un jeu long qui semblait s'imposer par moment. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu face à l'Atlético de Madrid et qui a empêché Manchester United d'être offensif et en tout cas dangereux pendant près d'une heure. L'entrée d'Elanga a apporté un petit peu ça, ces courses en profondeur. Et c'est d'ailleurs pas un secret si le but de Manchester est venu d'une course en profondeur d'Elanga. Un autre système qui a été testé par Ralf Rangnick, notamment lors des premiers matchs, c'est le 4-2-2-2 avec un avantage théorique, c'est d'ajouter une ligne supplémentaire pour trouver les joueurs. Normalement, une équipe de 11, il y a 3 lignes, les défenseurs, les milieux, les attaquants. Ici, vous voyez que Fernandez et Sancho sont utilisés dans des rôles hybrides avec les fameux half space occupés et la possibilité pour eux soit de rentrer à l'intérieur, soit de venir aider sur le côté. Théoriquement, ça aurait dû apporter plus de danger et surtout, ça aurait permis et à Bruno Fernandes et à Sancho de monter en puissance. Le souci, c'est que en ayant un jeu si axial, ça devrait libérer un maximum les latéraux mancuniens et permettre d'avoir le plus de centres possible pour Ronaldo et pour Cavani. C'est finalement quelque chose qu'on a assez peu vu parce que on revient toujours au même problème. Varane, Maguire ont eu souvent beaucoup de mal à toucher Sancho ou Bruno Fernandes, ou quand ils étaient touchés, ils étaient uniquement dos au jeu. Donc à partir de ce moment-là, pour accélérer, c'est plus compliqué. Et on a vu que malgré un Cavani qui sert énormément défensivement dans le pressing et qui décharge Cristiano Ronaldo de courses très importantes, on a assez peu vu de danger. On sait que Manchester United est très dangereux quand Bruno Fernandes est en position de numéro 10 et à les clés du jeu. Fatalement, en le déportant un petit peu sur un côté, ça a un petit peu limité son influence. Autre souci, vous le voyez ici, si United est neutre avec le ballon et qu'il le perd, il y a des boulevards dans le dos des défenseurs qui ne sont pas systématiquement comblés par McTominay et par Fred qui, malgré tout, sont quand même des joueurs qui compensent beaucoup. Il n'empêche que United est une équipe terriblement friable en transition défensive. Donc fatalement, c'était le schéma qui apportait le plus de danger en cas de perte du ballon. Donc Rangnick est donc revenu à ce 4-2-3-1 qu'on a vu face à l'Atlético de Madrid, mais qui reste encore très nettement perfectible. C'est la grande question du côté du Paris Saint-Germain ces dernières heures, ces derniers jours. Qui doit tirer les pénaltys? On a vu Messi rater face à Thibaut Courtois en Ligue des Champions. On a vu Neymar buter sur Alban Lafont en Ligue 1. On a lu
les envies de Kylian Mbappé potentiellement de prendre cette responsabilité dans les colonnes de l'équipe. Alors on va essayer de tirer ça au clair et de déterminer qui des trois est le plus à même de devenir le tireur attitré de penalty au Paris Saint-Germain. On va commencer avec le numéro 1, ou en tout cas celui qui a tiré les penaltys cette saison quand il était présent sur le terrain, même quand il y avait Messi, même quand il y avait Mbappé, c'est Neymar. Vous avez ces stats à Neymar qui s'affichent à l'écran. Vous le voyez, un degré de réussite assez impressionnant, 81% de réussite. Ce qui est intéressant aussi, c'est le volume de penalty réussi par Neymar en carrière. On en est déjà à 64 pour 15 ratés. L'échantillon est suffisant pour dresser une pathologie du cas Neymar qui reste un des meilleurs tireurs de penalty au monde avec cette technique si particulière que vous allez voir à l'écran et cette petite course qui s'arrête systématiquement pour mieux fixer le gardien. Vous le voyez, ces petits pas d'ajustement et le choix derrière de frapper à l'opposé. Alors, ça a souvent très bien marché, ça demande une virtuosité technique impressionnante. Ce qu'a Neymar, c'est une technique de frappe qu'il a développée dès ses plus jeunes années, notamment avec Santos. Souvenez-vous que la FIFA avait dû réglementer sur ses courses à arrêt, justement, suite au cas Neymar. Donc, c'est pas maintenant qu'on va changer Neymar. En revanche, peut-être que Neymar devrait ajouter une corde à son arc. On l'a vu face à Nantes. Quand le gardien tarde et retarde au maximum sa prise de décision, Neymar est embêté et les ratés se font un petit peu plus souvent. Ça l'empêche de frapper fort ou de frapper petit filet parce que sa seule technique est le contre-pied, entre guillemets. Peut-être que c'est sur ça que Neymar doit travailler. Il n'empêche, autant dans la statistique que dans la technique de frappe, difficile de voir un meilleur tireur de penalty au PSG que lui. On enchaîne avec Lionel Messi, qui donc a été en échec face au Real Madrid. C'est pas si nouveau, Messi dans l'exercice, il en a marqué beaucoup dans sa carrière. Pourquoi? Parce que le Barça et l'Argentine ont souvent été des équipes qui ont obtenu beaucoup de pénaltys, plus de 100 pénaltys marqués. Mais il y a aussi beaucoup d'échecs, 30 manqués en carrière, ce qui fait un petit peu chuter son taux de réussite, qui dépasse seulement légèrement la moyenne des 5 grands championnats. La moyenne est à 76% habituellement. Là, il a 77% de réussite. Messi, dans la technique de frappe, finalement, il n'y a pas grand-chose qui se détache. Vous allez le voir à l'écran, c'est plutôt fluide, c'est plutôt assuré. Souvent, côté fermé, comme ce fut le cas en Coupe de France, comme vous le voyez, mais même face au Real Madrid. Quand il les a tentés un petit peu plus en puissance, souvenez-vous du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions la saison passée, c'est pas forcément une grande réussite pour lui. Et on sait qu'il est assez déstabilisé par le momentum. Il en a raté des très importants en carrière et ces dernières saisons, on a l'impression que ça s'amplifie un petit peu. Donc, pas sûr que Messi retrouve et soit de nouveau choisi pour être le tireur de penalty du Paris Saint-Germain. Dernier cas, le cas Kylian Mbappé. Et là aussi, vous voyez ces stats qui apparaissent à l'écran. 17 réussis, 4 ratés, 81% de réussite. Mbappé, dans sa technique de frappe, c'est assez simple. C'est la puissance, c'est la précision. Il se rapproche un petit peu des Kane et des Lewandowski, qui ne sont pas forcément des joueurs qui prennent des risques insensés dans les zones choisies, mais ils sont souvent très bien tirés, très forts. Et fatalement, ça fait souvent but. La petite limite pour Mbappé, c'est l'échantillon choisi. On est sur 21 tentatives au total. C'est beaucoup moins que Neymar et Messi. Donc forcément, a priori, son pourcentage de réussite, c'est des mathématiques, devrait baisser légèrement s'il continue à frapper les pénaltys. Et surtout, c'est déjà un joueur très très attendu. Et on le sait de par les études notamment du journaliste anglais Ben Littletown, plus un joueur est attendu, plus le risque de rater est important. Alors vous me direz, Neymar, Messi, Mbappé, les trois sont attendus, mais peut-être que laisser les pénaltys à Neymar pourrait décharger un petit peu Kylian Mbappé de cette pression-là et donc permettre au Paris Saint-Germain de s'améliorer complètement dans l'exercice des pénaltys. Dans version originale, ce jeudi, on va en Italie pour parler du cas José Mourinho avec Guillaume Maillard-Pacini, notre spécialiste du football italien. Guillaume, une fois n'est pas coutume, José Mourinho fait la une des quotidiens italiens, suspendu pour 2 matchs après avoir une oise avec un arbitre lors du match face au Hellas Vérone. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer déjà ce qui s'est passé lors de ce match-là? Je crois que c'est à la toute fin de match que Mourinho a été exclu pour une histoire de temps additionnel.
Alors, ce qu'on peut dire, Cyril, déjà, c'est qu'il n'y a aucune interprétation officielle. Ouais, Mourinho ne s'est pas expliqué, donc c'est que des suppositions qu'ont fait les médias. Il faut dire que l'arbitre du match, qui a terminé à 2-2, était M. Pairetto. Alors, il faut savoir que le père de cet arbitre-là a été, on va dire, concerné par Calciopoli à l'époque. C'était celui qui désignait les arbitres ok. et qui recevait des coups de fil de Luciano Moggi, qui était à l'époque le dirigeant de la Juve. Donc, on suppose en Italie que c'est une référence à ça. Ouais. Après, d'autres médias supposent que le frère de cet arbitre qui travaille à la Juve, et voilà, et Mourinho a dit bah, t'as qu'à appeler ton frère. Il y a plusieurs suppositions. Ouais, parce que la phrase je te coupe, la phrase de Mourinho qui a été retranscrite, c'est ils t'ont envoyé express, c'est encore la Juve qui t'envoie. Exactement, parce que le frère de l'arbitre travaille à la Juve Ouais. dans un rôle salarié qui n'a strictement rien à voir. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs suppositions, mais on va dire, la plus crédible, c'est le fait qu'il fasse référence au père de l'arbitre qui a été concerné par Calciopoli. Et en plus, cette phrase, comme tu l'as dit, qui concerne la Juve, on va dire que ça coordonne à peu près, mais en tout cas, on va rester prudent parce qu'il n'y a rien d'officiel. Et José Mourinho ne se présentera pas normalement en conférence de presse ce week-end, donc on ne pourra même pas lui poser la question pour savoir quel a été en quoi ce geste, voilà, qu'est-ce qu'il voulait dire. Pour l'instant, on n'a pas d'interprétation officielle en tout cas. Alors, ce qui est officiel en revanche, c'est sa suspension, qui va donc prendre effet dès ce week-end. En parallèle de ça, on a eu une ville de Rome et un écosystème romain qui s'est pleinement mobilisé derrière son entraîneur. On a notamment vu la une de Il Romanista dédiée à José Mourinho. Tous les éditoriaux quasiment lui sont plutôt favorables. Comment tu expliques voilà, ce nouveau dérapage et le fait que surtout Rome soit encore complètement derrière son entraîneur? Il faut vraiment savoir, Cyril, que Mourinho est vraiment intouchable à Rome. Récemment, je regardais la télé en Italie et l'envoyé spécial de Sky disait là-bas qu'il ne manquait plus que Mourinho baptise les enfants tellement il est adulé là-bas. Il y a eu des fresques à son arrivée dans la ville. Enfin, il est vraiment intouchable et malgré les 11 défaites, malgré la moyenne de 1,7 points par match, malgré une 8e place en Serie A, malgré un 6-5 contre Bodo Glimt en Conference League, il est vraiment intouchable. Comment j'explique? J'explique parce que la Roma n'a quasiment jamais eu un entraîneur de ce palmarès-là, de ce caractère-là, de ce charisme-là. Alors certes, Mourinho peut-être sur le déclin, mais c'est vrai que quand il est arrivé à Rome, il est arrivé après Fonseca, alors qu'il avait une meilleure moyenne de points, paradoxalement. Mais c'est vrai qu'à Rome, ce que transmet José Mourinho, ce charisme-là, voilà, elle l'avait quasiment jamais eu. Et Rome, c'est vraiment une ville de passionnés. On parle de football tout le temps. Il y a 5-6 radios romaines qui parlent que de la Roma et de la Lazio aussi à côté. Il y a, comme tu l'as dit, un quotidien qui est dédié uniquement à la Roma. C'est vraiment une ville de passion. Et Mourinho est assez malin. Il est habile, il joue avec ça. Et il a réussi une chose, Mourinho. Alors, les victoires, il a un peu de mal. En tout cas, il a réussi à fédérer toute une ville, tous des supporters avec lui contre l'arbitrage qui est certes parfois défavorable à la Roma, mais il n'y a pas non plus de cas éclatants. On va dire que ça s'équilibre avec comme les autres clubs. Mais c'est vrai que Mourinho, là-dedans, a réussi quand même à fédérer autour de lui. Il a perdu un derby qui est très important à Rome. Et pourtant, encore, on est derrière lui, on le protège et on a envie d'y croire, alors que sur le terrain, quand même, ça se passe difficilement pour Mourinho. Alors tu l'as dit, il est populaire. On a aussi un petit peu l'impression qu'il est populiste dans ce que tu nous racontes, c'est ce qui transpire un petit peu. C'est un peu le cas aussi, c'est un peu la méthode la plus facile entre guillemets pour se mettre la Roma dans la poche et l'écosystème romain. Exactement. Bah, après, Cyril, on connaît tous Mourinho. Il est habillé avec la com surtout en Italie. On adore ses déclins, on adore ses petites phrases. C'est vrai qu'aujourd'hui, il devient un peu quand même la caricature de lui-même. Et on a l'impression quand même qu'il essaie de cacher la forêt derrière, la forêt de résultats avec des gestes, comme tu l'as dit ce week-end, avec des déclarations, en s'inventant des ennemis invisibles. C'est lui qui a eu cette expression à l'époque à l'Inter, où il avait dit « Moi, je combats les ennemis invisibles qui sont contre l'Inter ». Et on va dire qu'il recrée un peu ça à la Roma. Et oui, il y a un côté évidemment populiste. Et dans chaque geste, on a l'impression que tout est calculé, chaque déclaration, chaque petite phrase. Il fait tout vraiment pour cacher sur le terrain. C'est vraiment compliqué pour la Roma. Au-delà des résultats, il y a un contenu qui manque, il y a un jeu qui manque, il y a des joueurs, il ne faut pas l'oublier, des joueurs qu'il a vivement critiqué après le 6-1 contre Bodo Glimt. Il avait des mots très très durs contre ses joueurs, contre le vestiaire. Il a taclé une nouvelle fois ses joueurs après Inter-Roma en Coupe d'Italie, le quart de finale, l'élimination de la Roma, où il avait dit que ses joueurs n'avaient pas de… Voilà, tu m'as compris Cyril, ils n'avaient pas les attributs. Donc voilà, il a quand même une communication qui est assez étonnante. Et ce qu'on dit en Italie, Cyril, c'est que Mourinho, quand même, ne serait pas à l'abri de partir en fin de saison. Pas maintenant, parce que
voilà, on est en pleine saison et que c'est probablement trop tard pour une séparation. Mais il a un salaire quand même qui est conséquent. Hein. Ouais. Il touche dans les 7-8 millions d'euros par an. Donc, on est quand même en droit, c'est dans les résultats. Mais en tout cas, il y a ce sentiment que lui pourrait demander à partir parce qu'il sent que la tâche est un peu compliquée. Il y a un projet de 3 ans qui s'installe à la Roma. On a l'impression que Mourinho pourrait partir quand même avant. On sait qu'en Angleterre, son image commence à basculer du mauvais côté, un petit peu has-been. Est-ce qu'on a cette impression-là aussi en Italie, même dans le football italien, où on lui donne encore une place à part dans le Gotha des plus grands entraîneurs européens? Il faut vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu Rome contre tout le monde en Italie, Okay. parce qu'à Rome, vraiment, il a cette image de saint, d'intouchable, qui vraiment n'est pas impacté par les résultats. Et de l'autre côté de l'Italie, évidemment, on a un œil plus neutre sur les résultats. Les résultats ne sont pas là. Il a 9 points en moins quand même que la saison dernière par rapport à Après avoir beaucoup dépensé cet été, hein, on le rappelle, 125 millions d'euros dépensés, c'était le 4e club le plus dépensier d'Europe. Exactement, et il faut rappeler aussi qu'en janvier, ils ont recruté Maitland Niles d'Arsenal, ils ont recruté Sergio Oliveira de Porto, qui était quand même un bel achat pour la Roma. Et on sent quand même que ça patine. Et en tout cas, en Italie, son image, elle reflète forcément ses résultats. On peut pas. Et le Mourinho de l'Inter était intouchable parce qu'il gagnait et parce qu'il avait remporté ce fameux triplé en 2010, qu'il a élevé à un rang. Jamais aucun club italien n'était parvenu à faire ça. Aujourd'hui, à Rome, qui est 8e, là, on se pose des questions, surtout parce que dans le jeu, la Roma n'avance pas. On ne comprend pas le projet, on ne comprend pas où Mourinho veut aller. On a ce sentiment quand même naissant en Italie que Mourinho est un peu dépassé, même si à Rome, je peux t'assurer qu'à Rome, Mourinho reste un saint. Les fresques n'ont pas bougé. On le garde vraiment à un rang très élevé. Pourtant, les résultats ne sont pas là. Je pense vraiment qu'on pourra faire un point d'ici la fin de saison, mais à mon avis, entre Mourinho et la Roma, même si la relation est très fusionnelle pour une ville qui est d'ailleurs passionnelle, on va dire que c'est une séparation quand même, mais pas totalement exclue en fin de saison. Et le rendez-vous est pris, Guillaume. Merci beaucoup pour ta présence dans ce numéro de Tour d'Europe qui touche à sa fin. La semaine prochaine, c'est Julien Pereira qui sera aux commandes pour vous emmener dans les méandres du football européen. D'ici là, portez-vous bien et suivez le foot européen.